Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 16 avril 2024. Comme d'habitude, comme chaque mardi, comme à chaque émission, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour, mais dites-moi, vous avez reçu un coup dans l'œil, vous? Non, alors en fait je pense que c'est juste des allergies qui me font ça. Effectivement j'ai l'œil un peu rouge. Si votre petit ami vous bat, il faut aller déposer plainte. Hein. Oui, alors si jamais c'était le cas, je pense que je serais en capacité de le dire. Mais... Non, mais il faut pas accepter. Hein. Même si si vous l'aimez beaucoup. Hein, je sais. Il faut pas accepter que les hommes soient battus par les femmes par les hommes. Non, mais effectivement, on vit dans une époque compliquée aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui s'inversent, effectivement. Mais bon, j'en suis pas encore à ce stade-là. Donc, le sujet d'aujourd'hui, enfin, il va y en avoir deux. On va parler essentiellement de la guerre et puis on va parler aussi du Conseil constitutionnel parce qu'il a rendu une décision alors qui est passée quasiment inaperçue la semaine dernière, mais qui a quand même son importance, même si bon, on s'attendait pas forcément à grand-chose. Donc la première, la guerre. Alors, notamment parce que l'Iran a visé il y a quelques jours directement Israël avec à peu près 200-300 drones, quelques missiles. Et alors bon, en termes de résultats, c'était quand même pas grand-chose puisque à peu près tout a été stoppé par le fameux drone. Et puis tout le monde avait été prévenu, tout le monde était dans les abris, voilà. Etc. Donc c'est un grand truc de fait. Attention, je vais vous faire mal, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'était en fait plus une déclaration d'intention. C'était finalement plus une action politique qu'une action militaire, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de destruction de quoi que ce soit. Il y a pas eu de mort. Enfin voilà. Donc c'était pas grand chose en termes d'impact. Si on pense bilan humain ou matériel ou militaire. En revanche, ça a son importance, sur le plan politique, parce que c'est la première fois que l'Iran vise directement Israël. Alors c'est pas. Alors d'où venaient tous ces appareils qui sont tombés sur Israël? Ils venaient d'Iran? Oui. Ils venaient d'Iran ou ils venaient des outils, ils venaient de la Syrie, ils venaient d'où? Alors justement, ça venait directement de l'Iran. Et d'ailleurs, la Jordanie a aidé indirectement Israël, puisque la Jordanie a ouvert son espace aérien à Israël pour permettre en fait d'intercepter le plus tôt possible tous les drones, tous les missiles, parce que en fait plus la distance d'interception est courte, plus c'est difficile d'être réactif. Donc voilà, oui, c'était directement. Alors, peut-être vous avez la réponse. Je ne sais pas si vous avez la réponse, parce que moi, quand ça a commencé cette histoire, c'était parce que les Israéliens avaient tué quelqu'un dans une maison qui était à côté du consulat. Ouais. Alors maintenant, on nous dit qu'ils ont tiré directement sur le consulat. Ouais. Ils ont tiré directement sur le consulat ou sur la maison d'à côté? Alors justement, je sais pas. Parce que la première salve, on nous avait dit qu'ils ont tiré sur la maison d'à côté. Ouais. Alors, c'est intéressant, la maison d'à côté, mais c'est pas un territoire iranien. Ouais, tout à fait. Donc, toute la presse me dit que c'était sur le consulat lui-même. Mais les premières fois, on m'a dit que c'était sur la maison d'à côté. Alors justement, j'aimerais savoir, parce que dans un premier cas, si vous bombardez un territoire iranien, c'est les Iraniens qui ont déclenché, c'est les Israéliens qui ont déclenché la guerre. Là, si c'est la maison d'à côté, comme elle était en Syrie, il n'y a pas lieu pour les Iraniens de répondre. Ouais, c'est ça. Donc j'aimerais bien savoir lequel qui pourrait vous renseigner là, parce que ça. Justement, c'est pas hyper clair. C'est-à-dire que ça peut aussi avoir été une simple incompréhension. C'est-à-dire que peut-être que en fait les Israéliens n'ont pas tiré directement dessus, mais que les Iraniens ont eu des informations contradictoires et que du coup ils se sont. On sait bien si les types qui ont été tués, ils étaient dans le consulat ou dans la maison d'à côté. Ouais. Les gars qui ont été tués, ils étaient iraniens, mais ils étaient moi, ce qu'on m'avait dit dès le départ, mais je ne sais pas quelle est la vérité, parce que, encore une fois, le plus difficile dans ce genre de période, c'est il y a tellement de trucs. Au début, on nous a dit c'est la maison d'à côté. Ces Israéliens sont quand même très malins parce qu'ils réussissent à tuer un gars dans la maison d'à côté sans faire de dégâts au consulat. Ouais. Puis maintenant, on me dit que c'est sur le consulat direct. Alors, j'aimerais bien savoir, quoi. Parce que ça, du point de vue diplomatique, ça a une importance énorme. S'ils ont descendu un gars, ils sont en guerre plus ou moins depuis toujours avec la Syrie, les Israéliens. Donc, qu'ils tuent quelqu'un en Syrie, ça surprend personne.
Mais s'il le tue sur le territoire iranien qui est le consulat, ça, c'est un acte de guerre. Mais si c'est dans la maison d'à côté, c'est pas un acte de guerre. Donc, il me semble, j'aimerais bien savoir lequel est lequel, quoi. Bah justement, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt, effectivement, ils ont plutôt tué les gars à côté du consulat. Maintenant, peut-être qu'il y a eu aussi, comment dire, oui, ils ont rien détruit dans le consulat, il paraît. Ouais, non mais voilà, c'est-à-dire que peut-être que les Iraniens... on pourrait aller voir si le consulat est intact ou pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ouais, ça, je sais pas. Ils sont là, ils nous disent ce qu'il faut penser, mais pas ce qui s'est passé, quoi. Ouais, peut-être, c'est une possibilité. C'est-à-dire que forcément, bah, il y a pas mal de gens qui ont soutenu l'action de l'Iran, donc forcément, ils reprennent aussi forcément le narratif. Maintenant, peut-être que le narratif est vrai, je ne sais pas. Donc, effectivement, ça a son importance parce que si le consulat a été directement touché, on peut comprendre l'action de l'Iran. Elle est parfaitement légitime dans ce cas-là. Et en revanche, s'il n'a pas été touché, bah c'était juste peut-être qu'ils ont juste attendu le prétexte en fait pour envoyer tout un tas de drones et de missiles. Enfin, oui, bon, vous savez, ça c'est la première point qui me gêne, c'est que il y a eu une espèce de hiatus entre ce qu'on m'a dit dans les heures qui ont suivi les gars qui ont été tués en Syrie là, et puis maintenant, si vous voulez, tout le monde vous dit ils ont tiré directement sur le consulat iranien. Ouais. Ben voilà, c'est juste la première question que je voulais vous poser. C'est sûr, ça a une importance. Bah, ça reste encore à déterminer. Peut-être que la semaine prochaine, si on a une réponse définitive, je la donnerai direct en début d'émission. Voilà, oui, comme ça fera un rappel. Donc voilà, ça reste encore à déterminer. D'après ce que j'ai compris, d'après mes sources d'informations que je privilégie, le consulat n'aurait pas été touché. Maintenant, ça reste encore à déterminer. Voilà. Et dans ce cas-là, si on va d'après ce qu'on appelle le droit international, si le consulat n'a pas été touché, ce serait la Syrie qui aurait à se plaindre d'Israël, mais pas l'Iran. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'était un territoire syrien. Donc si l'Iran a envoyé toutes ses fusées alors que son consulat n'a pas été touché, c'est l'Iran qui est responsable d'un acte de guerre. Ouais, tout à fait, bien sûr. Maintenant, il y a un haut dignitaire iranien, le chef des services secrets, le successeur de celui que les Américains avaient descendu sous Trump, là, je me souviens, bon, qui y est passé. Donc, il y a personne, c'était certainement lui qui le visait, mais encore une fois, c'est comme c'est un ennemi déclaré d'Israël, qu'il le descende. C'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais c'est pas un acte de guerre de pays à pays. Qu'est-ce que ce gars-là foutait en Syrie, quoi, c'est ça. Ouais. Donc oui, pour moi, c'est assez important parce que on est passé dans le narratif de ils n'ont pas touché le consulat à ils ont touché le consulat. Ouais. Mais c'est deux informations complètement différentes. Donc j'aimerais bien savoir laquelle est la bonne. Bah... Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne réussisse pas à le savoir. Ouais. Que tout le monde est repris et d'un seul coup est passé de ils n'ont pas touché le consulat à c'était le consulat. Ouais. Et surtout que bah forcément c'est une information qui légitime en fait l'action de l'Iran, donc c'est sûr elle va être reprise par énormément de gens qui trouvent que ce que fait Israël depuis le début, depuis octobre, n'est pas acceptable et que du coup l'action de l'Iran était totalement légitime. Oui, mais encore une fois, ces gens-là font passer leur préférence sur la loi, sur les faits, sur les faits, parce que où le consulat a été détruit, où il l'a pas été. Ouais. Et s'il a été détruit, c'est un acte de guerre. S'il l'a pas été détruit, il n'y a pas eu d'acte de guerre. C'est sûr. Donc dans ce cas-là, la réponse de l'Iran, ils trouvent peut-être qu'elle est légitime, mais elle n'est pas légale. Encore une fois, ce qui m'embête avec tous ces gars-là, c'est qu'ils passent leur temps à remplacer la loi, les traités, etc., par leurs préférences. Mais j'en ai rien à foutre de leurs préférences. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les faits. Mais c'est d'ailleurs c'est l'élément déclencheur de la naissance d'énormément de fake news, c'est-à-dire c'est la volonté de faire corroborer les faits avec un narratif. C'est-à-dire que forcément, le monde est compliqué, les faits sont compliqués, voilà. Et il y a des faits parfois qui sont contradictoires, il se passe des choses, voilà, qui sont contradictoires dans le monde. Il n'y a pas un sens de l'histoire, il y a parfois plusieurs sens de l'histoire. Il y a des moments où il y a une certaine dynamique et puis ensuite la dynamique s'inverse, etc. Et donc c'est très compliqué de comprendre l'histoire du monde et donc on aime bien se modéliser les faits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants, qui font des trucs abominables,
Et puis, il y a des gens qui sont des victimes. Voilà. Alors, Et donc aujourd'hui, on a mis l'Iran dans le camp des victimes, l'Israël dans le camp des méchants. Et donc, il faut que que ce soit Israël qui commette l'acte illégal. Tout à fait. J'aimerais savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi. Oui, tout à fait. Vous avez raison, évidemment. Et ça reste du coup encore à déterminer. Malheureusement, je ne me suis pas rendu en Syrie pour vérifier moi-même. Mais on pourrait penser qu'il y a des, je sais pas, l'agence France Presse, elle pourrait y aller. Normalement, ils ont des mecs sur place. Oui, ils devraient pouvoir. Mais l'embêtant, c'est on l'a vu avec le fait qu'on ait des agents sur place ne veut pas dire qu'ils diront la vérité. Parce que c'est bien, ils sont férocement anti-israéliens ou férocement pro-israéliens, j'en sais rien. Et donc, ils peuvent mentir dans tous les cas. Donc. Tout à fait. D'ailleurs, même on utilise parfois le fait d'avoir un mec sur place, c'est-à-dire qu'on se dit, on dit voilà, on a un mec sur place, voilà ce qu'il a vu. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vu, mais on utilise le fait d'avoir un mec sur place pour dire en quelque sorte, on dit forcément la vérité puisque voilà ce qu'a vu notre reporter. Ouais. Donc oui, ce n'est pas non plus la garantie d'avoir la vérité. Non, c'est très embêtant. Voilà. Mais la question que je me posais, bon, aujourd'hui on a un petit peu de recul puisque ça fait quand même quelques jours que ça s'est passé, mais est-ce qu'il y a un risque véritable d'embrasement de la région ? Aujourd'hui, ça ne semble pas vraiment être le cas, mais c'est vrai que le soir même où l'Iran a commencé à envoyer des missiles, enfin d'abord des drones et ensuite des missiles, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens affolés sur les réseaux sociaux qui se sont dit oh là là, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je sais pas combien de pays vont se joindre à cette guerre, qu'est-ce qui va se passer quoi. Maintenant, on va voir quelle est la réponse d'Israël. Tout le monde essaye de dire à Israël, c'est pas la peine de répondre, c'est pas la peine de répondre. Le problème que j'ai, c'est assez simple. Il existe depuis toujours. C'est quand vous essayez d'analyser les différences entre Israël et le monde arabe, c'est que le monde arabe a perdu je sais pas combien de guerres, mais que ça n'a jamais empêché de continuer parce que tandis que Israël ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre parce qu'à ce moment-là, elle disparaît instantanément. Donc Israël n'a pas vocation à attendre d'être tué gentiment. Donc les gens me disent Israël ne va pas taper. C'est une occasion unique pour Israël d'essayer de détruire les installations nucléaires de l'Iran. Ouais, tout à fait. Ils ont l'excuse. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais et encore une fois, je n'exprime pas mes préférences personnelles. Ouais. J'essaye de raisonner comme si j'étais en charge de prendre des décisions en Israël. Voyons, si je ne réponds pas, qu'est-ce que je vais gagner ? Je cherche de la sympathie dans l'opinion mondiale. Oui, et surtout dans l'opinion occidentale, en fait, parce que nous, on aime... mais on peut pas dire qu'on leur a prodigué notre sympathie depuis le 7 octobre. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas forcément gagner la sympathie de ceux dont ils n'avaient pas déjà la sympathie, et ils vont peut-être renforcer le sentiment de sympathie chez ceux chez lesquels ils avaient déjà de la sympathie. Qui sont très peu nombreux. Donc... moi, si je réfléchissais, aussi dépassionné que je le peux, je dirais que Israël a toutes les raisons d'essayer de détruire les trucs nucléaires iraniens. Oui, c'est sûr. Bah là, ils ont. Ils le font aujourd'hui. Ou ils pourront peut-être jamais le faire. Ou pourront plus jamais le faire. Donc, je sais pas, mais. Surtout que je pense que. Encore une fois, je ne prends pas de point de vue, j'essaie de raisonner comme si j'étais froid comme un calamar. Je me disais, absolument. Qu'est-ce que je ferais si j'étais israélien aujourd'hui ? Si j'étais israélien aujourd'hui, puisque j'ai déjà un capital tout à fait considérable de manque de sympathie dans le monde, j'en ai rien à foutre de tous ces couillons-là. Et je sais très bien que si un jour, il faut pas oublier que
Donc, pourquoi j'irais pas tout de suite, quoi? Ouais. Et alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre la position des Américains, parce que, alors, Joe Biden, il semblerait qu'il a justement demandé à Netanyahou de ne pas répliquer, ou du moins de ne pas répliquer trop fort. Mais d'un autre côté, pour les Américains aussi, ça peut être l'occasion rêvée, justement, de neutraliser l'Iran. Ce qui, en plus de ça, a aussi des implications par rapport à leur rivalité avec la Russie, puisque, l'Iran fournit la Russie, fournit à la Russie tout un tas d'armes. Mais le problème qu'a Biden, ce qui est un peu différent, c'est que il se présente aux élections pour les démocrates là comme candidat à la présidence de la République, et il y a 2 ou 3 États charnières comme le Michigan ou l'Illinois, la Pennsylvanie, où il y a où le vote peut basculer à cause du vote arabe, même s'ils sont pas très nombreux. Vous savez. Ouais, il suffit de 1 ou 2% des votants, même pas, parfois. Biden a gagné les dernières élections avec 70 000 voix de plus que donc 70 000 voix, c'est certainement le mesurant qu'il y a aux États-Unis. Donc lui, il a qu'une idée, c'est d'un côté, il doit aider Israël, et de l'autre, il faut qu'il essaye de se faire élire dans le Michigan. Donc il dira aux gens, écoutez, j'ai essayé d'empêcher Israël de taper sur l'Iran. Donc tout ça est extrêmement compliqué, et en plus, comme Biden est très certainement complètement gâteux, c'est pas lui qui prend les décisions, puisqu'il a des prompteurs, et que les questions sont conduites à l'avance. Il lit le prompteur et parfois il arrive même pas. Oui, donc il est bien qu'il écrit pas ce qu'il lit, et il arrive déjà pas trop à lire ce qu'il lit. Donc ça prouve. Donc c'est quand même très embêtant quand le type qui est chargé de d'appuyer sur le bouton nucléaire est complètement gâteux. Je sais pas, moi ça m'inquiète plus que ce que va faire Israël ou ce que va faire l'Iran. Ouais, bien sûr. À mon avis, ça inquiète aussi tout un tas d'Américains. C'est-à-dire que force est de constater, analyse froide, que vous soyez républicain ou démocrate, le monde se tenait un peu en ordre quand même quand c'était Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais comme le dit ce bon Poutine, il dit ce qui est embêtant avec Trump, c'est qu'il n'était pas prévisible. Bah oui, justement. Alors que comme probablement les décisions sont prises par un comité, d'ailleurs 3-4 gars, qui se réunissent dans la chambre à coucher de Biden pour prendre des décisions, pendant qu'il roupille, ça sera toujours une décision de comité, donc il n'y a rien de plus facile à déterminer qu'une décision de comité, quoi. Ah ouais. Et en plus de ça, on les sent pas prêts à assumer une escalade. Eux, ils sont sur un rythme de croisière, on envoie des armes, on est tranquillou, on n'a pas forcément envie que ça prenne une ampleur démesurée, parce que derrière, va falloir expliquer aux Américains qu'il va falloir vraiment serrer la ceinture, quoi. Oui, mais surtout, je veux bien qu'ils veulent y aller, mais par exemple, pour les missiles Polaris, je crois qu'ils ont... ils en ont plus. Ils ont tout livré. Donc, si l'Iran commence à tirer des missiles sur les États-Unis, parce qu'ils doivent en avoir, qu'est-ce qu'on veut les États-Unis? Ils en ont pas pour répondre. Ouais. Ils vont envoyer des avions, des porte-avions, je sais pas, qui peuvent être descendus par des drones. Donc, je crois qu'on surestime la force militaire des Américains à l'heure actuelle, complètement. Et on sous-estime l'absence de choix d'Israël, qui est, si je tape pas le premier, je pourrais plus taper, quoi. Ouais. C'est une solution un peu délicate, mais pour moi, quand vous voyez le Hamas, le but du Hamas, dans sa charte, c'est quand même qu'il n'y ait plus un juif en Israël, quoi. C'est l'éradication qu'il n'y ait plus un juif, qui soit de la rivière à la mer. Donc, j'avais discuté un jour avec Sapir ici, qui disait il faut faire 2 États, c'est très intéressant. Je lui avais dit, oui, mais bougez pas. Le but des musulmans du Hamas et du Fatah, c'est d'avoir Judenfrau, c'est-à-dire un truc où il n'y a pas de juifs. Ouais.
où il n'y a plus aucun juif. Une grande différence, et ça a joué d'ailleurs le 7 octobre, c'est-à-dire que le 7 octobre s'est fait aussi avec la complicité de certains Arabes qui vivaient en Israël, et c'est la différence de nature entre deux États si jamais ils venaient à se reconnaître mutuellement. C'est-à-dire que il y a des musulmans, il y a des Arabes musulmans qui vivent en Israël, qui ont la nationalité, etc., qui ont des droits civiques, qui peuvent voter, qui sont à égalité de droits avec les autres citoyens, alors que s'il y avait un État palestinien vraiment reconnu, en fait dedans il y aurait pas de juifs, ils pourraient pas avoir la nationalité, ils pourraient pas vivre comme la réciproque est vraie, quoi. La quasi-totalité des constitutions au Moyen-Orient, par exemple celle de l'Égypte, c'est que l'Égypte, la religion d'État, c'est la religion musulmane, quoi. Il n'y a pas de la laïcité, ça n'existe pas. Ouais. D'ailleurs, les Coptes sont traités de façon assez sévère donc moi, ce qui m'a toujours fasciné avec Israël, c'est, je me suis toujours dit, ces gars-là ne peuvent pas, s'ils perdent une bataille, ils perdent leur existence. Oui, c'est sûr. Ils jouent systématiquement leur existence. Et c'est pour ça que c'est une nation aussi patriote aussi, hein, même à gauche. Alors il y a beaucoup d'Israéliens de gauche, mais ils sont quand même très patriotes. Ils sont très enclins à rejoindre l'armée. Et d'après ce que je peux savoir, d'après des sondages qui ont été faits, etc., même les anti-Netanyahou, les qui sont complètement contre Netanyahou, contre le Likoud, contre ce que vous voulez, veulent que le Hamas soit nettoyé. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'opération de Gaza arrive à l'éradication complète du Hamas, quoi. Oui, parce que sinon, on a toujours un caillou dans le pied. Ça recommencera dans 3 mois. Oui, ça recommencera juste après, dans effectivement. 3 mois, donc c'est ça Donc vraiment, on est dans une situation de blocage, là. Et comme, qu'on le veuille ou non, c'est l'Iran qui a été un petit peu qui a fomenté depuis que le Shah est tombé, avec les ayatollahs qui sont arrivés avec aux cris enthousiastes de toute la gauche française à l'époque. C'est quand même l'Iran qui a été derrière beaucoup du terrorisme international, quoi. Donc tout ça, c'est compliqué, mais je suis pas du tout certain que ce soit dans l'intérêt d'Israéliens de pas y aller. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Oui, effectivement, on peut comprendre que là c'est vraiment l'occasion rêvée pour Israël de s'attaquer vraiment à l'Iran. Après, la seule question qui peuvent se poser, c'est est-ce que c'est pas trop risqué, justement, est-ce que c'est pas trop gros l'Iran? Est-ce que c'est pas trop gros? Ils veulent pas attaquer l'Iran. Ils ont probablement des idées assez précises sur l'endroit où les recherches nucléaires et les bombes sont bâties, etc. Ouais. Et ils vont taper à ces endroits-là avec une grande précision. Mais si je réfléchis, c'est encore une fois, je dis, c'est une occasion inespérée pour les Israéliens d'essayer de détruire le potentiel nucléaire des Iraniens. Ouais, c'est sûr. Ça me paraît, si je l'analyse froidement, je me dis, c'est un cadeau incroyable, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas, hein. Ouais, bien sûr. On réfléchit. On réfléchit. J'ai pas de. On va voir. Ouais, et d'ailleurs, encore une fois, la position des Américains aussi par rapport à l'Iran, c'est pas trop. Ils ont donné tellement de pognon à l'Iran, ils ont tellement essayé de la ramener dans le jeu, etc. Ça, c'était de la politique d'Obama qui avait filé, je sais plus, 4 milliards de dollars. Il avait fallu, je sais pas combien de Boeing 747 pour les envoyer en billets là-bas, juste avant qu'ils ne lâchent le pouvoir. Donc, Obama a toujours été favorable aux Iraniens. Il y a toute une branche du Parti démocrate, les plus à gauche, qui ont toujours été favorables aux Iraniens. Oui, généralement, ceux qui sont aussi plutôt opposés à Israël. Hein, opposés à Israël et opposés à l'Arabie Saoudite. Et ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que la Jordanie a ouvert son espace militaire pour faire tomber les trucs. Les Saoudiens ont été d'un silence qui les honore. Ouais. Je veux dire, tout le monde dans le monde arabe, les États ont été d'une discrétion totale. Ah oui, absolument. Oui, c'est sûr que on a souvent des manifestations ici à Paris pour demander au gouvernement de demander lui-même à Israël de faire cesser le massacre, ou parfois on parle même de génocide. Il y a tout un tas de pays qui sont quand même un peu plus proches géographiquement, qui en pensent pas grand-chose. Hein. Oui, tiens donc.
On m'a pas tenu au courant, quoi. Ouais. Je ne savais pas. L'Égypte se tient très discret. Très discret. L'Égypte, ils ont des problèmes. Là, faudra peut-être qu'on en parle un jour. L'Égypte va mal, hein. Ils ont une monnaie qui s'écroule. Ils ont le canal de Suez qui est fermé. Ils ont le tourisme, il y en a plus. Alors effectivement, ouais, j'ai vu donc que le niveau de vie en Égypte, c'est un peuple qui pourrait d'un seul coup connaître une éruption. Là. J'ai vu effectivement que le commerce international utilisait de moins en moins le canal de Suez. Mais évidemment, parce qu'il y a les Houthis au début qui sont en train de tout casser. Ouais. Alors, ouais, donc les Houthis sont soutenus par les Iraniens. Donc les Égyptiens, ils disent si casser la gueule des Iraniens, moi je pourrais peut-être faire passer mes bateaux et toucher un peu de pognon. Oui, c'est sûr, c'est énorme. Tout ça, c'est... Vous savez, le Moyen-Orient, vous connaissez, je vous ai raconté 10 fois l'histoire du scorpion. Oui, sûrement, oui. Vous savez l'histoire du scorpion qui demande à la grenouille de lui faire traverser le Nil? Ah non, peut-être pas. Vous l'avez? Donc, il y a la grenouille, il y a le scorpion, il dit je vais aller de l'autre côté. Il y a la grenouille qui lui dit, le scorpion dit est-ce que je peux monter sur ton dos? Puis on traverse. Et la grenouille lui dit ouais, et puis tu seras sur mon dos, tu me piqueras, et puis je serai mort. Et puis il y a le scorpion qui dit pourquoi je ferais ça? On mourrait tous les deux parce que moi je sais pas nager. Ouais. Donc il dit bon, la grenouille dit bon allez, je t'emmène. Ils partent au milieu, le scorpion le pique. Ouais. Et la grenouille en train de mourir dit mais pourquoi tu m'as piqué? Et l'autre lui dit parce que c'est le Moyen-Orient. C'est pas simple. Ouais. Le Moyen-Orient, c'est pas simple. C'est sûr. C'est pas simple. Ouais, y a aussi, cette blague aussi dans SS 117, on demande au type, allez pacifier le Moyen-Orient, vous inquiétez pas, ce sera fait en 2-2. Il a cassé la gueule du Muezzin, d'ailleurs, ce qui était quand même un grand moment de SS 117, là, quand il casse la gueule du Muezzin. Du cinéma français. Qui va empêcher de dormir. Enfin voilà, mais il y a même en dehors de cette simple action de l'Iran, je voudrais avoir peut-être une réflexion un peu plus globale, parce que il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, et après il y a aussi, comment dire, surtout sur Internet, il y a énormément de créateurs de contenu sur YouTube, etc., qui jouent un peu de cette inquiétude de la Troisième Guerre mondiale qui pourrait arriver. Est-ce que vous la voyez venir, cette Troisième Guerre mondiale? Parce que personnellement, pas vraiment. Je ne pense pas qu'on soit dans une logique d'escalade globale. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs conflits qui s'ouvrent un peu partout dans le monde, mais je ne les vois pas atteindre une ampleur totalement mondiale ou nucléaire. Oui. Moi, il me semble que les Russes, en ce qui concerne l'Ukraine en tout cas, ont fait savoir qu'ils ne seraient pas, dans leur doctrine militaire, c'est proclamé qu'ils ne seraient pas les premiers à utiliser l'arme nucléaire. Ouais. Ils ont dit, en aucun cas, nous n'utiliserons l'arme nucléaire. Ouais, absolument. Donc, pour qu'il y ait une guerre mondiale, il faudrait que la Russie soit dedans, qui est maintenant soutenue par la Chine, qui est soutenue par la Corée du Nord, enfin bref, ça pourrait vite se déclencher, mais ça voudrait dire que les Ukrainiens sont en train de perdre, ce qui semble être le cas, que les Russes se rapprochent de Kiev et d'Odessa. Odessa, ça fermerait. Les Ukrainiens n'auraient plus de sortie vers la mer. Donc la mer Noire deviendrait un lac turco-russe. Personne d'autre ne pourrait y rentrer. Et à ce moment-là, que l'OTAN considère que c'est un casus belli, et que l'OTAN, qui n'est pas en état, en utilisant les armements classiques, d'empêcher les Russes de gagner, décide d'utiliser les armes nucléaires. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que la probabilité de ça est assez faible. Je pense pas. Je pense pas. Déjà, on commence à entrevoir... Avec le fou qu'on a à Paris, on sait jamais. Oui, mais... il est capable... Il faut pas oublier qu'on a 200... Oui, c'est vrai. 200 ogives nucléaires et que le type, il est pas bien stable. Hein. Donc, c'est pour ça que tout le monde, quand il a commencé à dire on va envoyer des hommes là-bas, tout le monde a dit oh, oui. Calme-toi, mon gars. Calme-toi, oui. Donc c'est là où je reviens à ce que j'avais dit ici, une fois, je crois, c'est que si des ordres comme ça étaient donnés par un homme qui n'est pas très bien dans ses chaussures comme notre président actuel, il faudrait que les généraux l'en empêchent. On avait discuté, il y a quelques semaines. Parce que moi, le seul cas de guerre nucléaire, c'est que si la France décidait d'envoyer, de voler au secours de la, ça me paraît complètement fou. Mais
le gars qu'on a en France me paraît pas tout à fait, oserais-je le dire, normal. Ouais. Après, mais si vous n'avez pas de femme et pas d'enfant, ouais, vous vous en foutez de... Oui, et que vous parlez en même temps de réarmement démographique. Oui. Ouais. Non, c'est ça qui m'inquiète, moi, c'est qu'il y a des personnes, bon, les Allemands sont nuls, les Anglais, bon, ils sont pas très efficaces, et puis en plus, ils sont vendus aux Américains, mais on peut pas, ils vont rien faire. Le seul puissance nucléaire qui n'est pas menée par un homme balancé, allais-je dire, raisonnable, c'est nous. Ouais. Donc s'il y a une guerre nucléaire, elle commencera à cause de la France. Ouais. Mais je pense pas qu'il ait ce qu'il faut. Je pense pas qu'il en soit vraiment capable. J'espère que non. En tout cas, j'espère que s'il en est capable, que les généraux lui diront non. Il peut faire, un tas de conneries, mais je pense que ça, il en est pas capable. Et pour le coup, si je vois bien les généraux, même actuels, l'empêcher de faire un truc, effectivement, je pense que c'est ça. C'est pour cette raison que je ne pense pas qu'on aille dans la direction d'une guerre nucléaire. Je pense même qu'on va dans la direction d'un désengagement américain vis-à-vis de l'Ukraine. Par exemple... ça a commencé, mais les Américains, les républicains payent plus, refusent d'envoyer des armes. Oui. Et les Américains ont dit qu'ils n'aideraient pas l'Ukraine à intercepter les drones de la même manière qu'ils veulent aider Israël à le faire. Donc déjà, ils font déjà une différence d'engagement par rapport à l'aide militaire des deux pays. Donc je pense que l'Ukraine, on s'en désengage globalement lentement. Pas de manière brutale, mais on est en train d'accepter le fait que la Russie est en train de gagner, et je pense qu'on est déjà quasiment en condition de négociation en fait. Ben oui, mais si vous voulez, les Américains qui veulent pas négocier avec les Russes disent aux Ukrainiens d'aller négocier, mais les Ukrainiens, c'est Zelensky. Ouais. Il sait très bien que s'il commence à négocier, après avoir fait tuer 500 000 personnes pour rien, son espérance de vie va être raccourcie singulièrement, quoi. Alors donc, oui, c'est... Donc tout ça, c'est négocier, certes, mais avec qui et comment et où. C'est le problème. Donc la chose la plus logique, encore une fois, c'est que les Russes avancent tranquillement avec leur supériorité militaire aérienne, etc., capturent Odessa, Kiev, et puis fassent une espèce d'Ukraine croupion, qui serait un peu comme la Biélorussie, quoi. Ouais. C'est tout. Oui, je pense que c'est tout à fait probable. Et puis en plus de ça, évidemment, il y a aussi la perspective des élections américaines, des présidentielles. Et forcément, l'opinion américaine... Trump préférerait que... j'imagine, enfin j'en sais rien, mais il préférait que l'opération spéciale russe soit terminée avant le 4 novembre. Ouais. Pour ne pas avoir à participer. Pour ne pas avoir à la gérer. Moi, c'est scornieux de Biden qui a tout raté, mais moi... Maintenant, je vais pas faire la guerre pour que l'Ukraine reprenne Odessa. Ouais, surtout en plus de ça, c'est pas du tout une opinion populaire chez l'électorat républicain. De moins en moins. Eux, déjà, ils savent pas du tout placer l'Ukraine sur une carte. Alors, dire qu'on leur envoie des milliards pour au final perdre la guerre, ça leur parle pas beaucoup, quoi. Donc, surtout si la guerre a déjà été perdue. Oui, il faudrait repartir, organiser des débarquements, vous imaginez. Ouais. Non, passer par la mer Noire, ce qui est impossible si la Turquie vous empêche. Ouais. Ça serait ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, tout à fait. Donc il me semble que les trucs les plus logiques, ça paraît curieux ce qu'on dit, mais c'est que la Russie gagne la guerre et qu'Israël tape. Pour moi, c'est les deux choses qui me semblent les plus logiques, mais je me trompe tout le temps. Hein. Oui, non, mais après... On verra bien. Hein. Oui, on verra bien. Mais effectivement, je ne vois pas... je pense qu'on en fait un peu des caisses à partir de pas grand-chose. Pareil, des gens s'inquiètent du fait que la France augmente ses budgets militaires. Même Macron parle d'économie de guerre. On va passer à 3 jours de munitions à la place de 2. Oui, non, mais c'est-à-dire que... faut pas non plus... plus d'industrie d'armement en Europe. Faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire, on est à l'industrie... Enfin, le budget de la défense, c'est 2% du PIB. On peut pas parler d'économie de guerre. Je veux dire, c'est juste pas vrai. Là, on a augmenté le budget militaire en 2023 de plus 3 milliards d'euros. Et le budget militaire, il devrait passer de 43,9 milliards aujourd'hui à peut-être 69 milliards en 2030, ce qui n'est pas du tout garanti, hein, parce que pareil, l'Allemagne en 2022, on se souvient, ils avaient annoncé une hausse de leur budget militaire. Au final,
final, leur budget militaire, il est passé, enfin, il a eu 500 millions de moins entre 2022 et 2023. Donc, parfois aussi, on annonce des trucs et puis au final, on se dit, non, c'est pas tellement nécessaire sur le moment. Donc, parler d'économie de guerre, je pense que c'est un peu présomptueux. Et puis aussi, je pense que j'ai une théorie par rapport à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que l'augmentation de la part de la France de ses budgets militaires, avec un soutien de l'OTAN et tout, je pense que c'est pas tellement vraiment pour pouvoir intervenir dans les faits. Je pense que c'est pour rassurer toutes les agences de notation. Je pense que c'est pour éviter d'avoir une baisse de notre notation, pour éviter que Fitch nous mette une mauvaise note et du coup avoir des intérêts, des taux d'intérêt globalement beaucoup plus cadrés, quoi. Oui, vous savez, moi, les agences de notation, c'est un truc qui est complètement farfelu, c'est que vous avez donné à des agents du secteur privé le droit de donner des notations aux États et aux entreprises, et c'est pas ceux qui... ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont payées, non pas par leurs clients, mais par les gens qu'ils notent. Donc, c'est un système on ne peut plus imparfait. Non, mais c'est pas ça. Si c'était les restaurants qui payaient Michelin pour avoir 3 étoiles, je crois qu'il y aura un paquet de 3 étoiles. Là. En fait, c'est les gars qui achètent le guide Michelin qui payent. Et donc, on a un système complètement farfelu où les États se sont débarrassés de toute une série de trucs. C'est un peu comme les fermiers généraux qui étaient chargés de lever les impôts autrefois en France. C'était une façon de s'enrichir assez rapide. Et donc, il n'y a aucune raison que ces agences de notation existent, parce que ou bien le secteur privé veut faire la recherche lui-même sur les fondamentales de chaque pays, et chaque compagnie d'assurance le fait comme il veut, mais il n'y a pas de raison de donner à une autorité le type, vous avez le droit de dire que la France est triplée, alors que tout le monde sait qu'elle est en faillite. Donc, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Donc, il y a des pressions gigantesques qui sont faites par les États sur ces gars-là. Et la première des choses qu'il faut supprimer, c'est les autres agences de notation. C'est un machin qui sert à rien. C'est d'une autre façon de fausser l'information. Donc, vous le savez, donc ces agences de notation... C'est toujours les mêmes pays qui sont bien notés. C'est toujours les mêmes pays qui sont bien notés. Et ces agences de notation, si vous voulez, c'est la prostitution que vous notez la vertu de la prostitution, quoi. Vous dites, arrêtez, il y a un tas d'entreprises qui étaient AAA qui se sont effondrées en 2008. Ils avaient créé tout un tas de AAA parce qu'ils étaient payés pour le faire. Donc, encore une fois, ces agences de notation, ça fait partie intégrante du capitalisme de connivence. Ça doit être fermé et on doit mettre tous leurs patrons en prison. Comme ça, on sera tranquille. On pourra quand même refaire notre boulot d'aller voir nous-mêmes le bilan. Moi, je prétends qu'une grande compagnie d'assurance, elle a les équipes pour aller voir si elle achète une obligation de quelqu'un, aller dépouiller les comptes elle-même et prendre les résultats. Si ça marche pas, le mec, il est viré. Tandis que déléguer ça à quelqu'un qui est... Alors que c'est la compagnie d'assurance qui doit le payer, vous dites, mais ils sont fous. Oui, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir qu'en France, on va avoir une croissance quasi nulle dans les prochaines années. Et qu'on peut pas payer notre dette. On va pas pouvoir payer notre dette et on va être obligé de s'endetter de plus en plus avec des taux d'intérêt probablement de plus en plus élevés, et donc on va payer des taux d'intérêt de la dette de plus en plus élevés. Aujourd'hui, justement, on parle d'économie de guerre. Le budget de la défense est inférieur au budget qu'on a pour payer les taux d'intérêt de la dette. Le taux d'intérêt de la dette, c'est 55 milliards. Le budget militaire, c'est même pas encore... Mais ça va être 70 milliards l'an prochain. Là, on est déjà aux alentours de 70. Donc, on était à 55. Donc, non, mais tout ça, si vous voulez, ce que j'essaye de dire, c'est que ça fait des années qu'on nous fait des faux prix, des fausses notations. Dans le fond, le cancre de la classe qui est la France, c'est celui à qui on donne le prix d'excellence chaque année. Bon, il y a un moment où, quand on arrive au grand concours, la France va pas passer, quoi. Donc voilà, donc c'est du pipeau. Je veux dire, tout ça, c'est une fausse information. Le PIB, c'est du pipeau. Les agences de notation, c'est du pipeau. Les mesures du chômage, c'est du pipeau. Les mesures d'inflation, c'est du pipeau. Donc vous dites, mais
Pourquoi on en parle? Justement, c'est pour ça, malgré tout, les gens en parlent, même si ça n'a aucune valeur réelle. Et c'est pour ça que je pense que ce que fait Macron aujourd'hui dans le domaine militaire, c'est justement garantir le pipeau de Standard & Poor's et de Fitch, et qu'on reste à AA ou en AA-, et que ça bouge pas le plus longtemps possible, quoi. Si ça les amuse. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce qu'on ne paye pas... Quelqu'un comme moi, ça fait quoi, 3-4 ans que j'ai pas touché une obligation en Europe, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr, mais vous avez raison. Donc, ils ont beau me raconter que ces triples-là, ça croit pas un mot, quoi. Oui, bien sûr, non, mais moi non plus. Hein. Donc, ça veut dire que dans le cas où ça sert, ça convainc le gouvernement français? Ça convainc, non, je sais pas. Je sais pas qui ça convainc exactement, mais enfin... Ils pensent que nous sommes bêtes et qu'on a besoin d'une notation pour être assuré pour la France. Ouais, moi, si on avait un surplus budgétaire et pas de dette, j'aurais pas besoin d'une agence de notation pour acheter la dette française. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu comme si vous étiez nul en maths, mais que tout ce qui vous obsédait, c'était juste acheter le professeur pour qu'il vous mette un 18 quand même, quoi. Voilà. C'est un peu la même chose. Là, on n'a pas besoin d'acheter. Aujourd'hui, tout le monde a des bonnes notes parce que c'est l'éducation nationale qui décide que tout le monde doit avoir des bonnes notes. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça part du même principe, quoi. Tout le monde doit être triple A. Mais effectivement, oui, je sais pas pourquoi exactement cet oligopole existe des 3 agences de notation. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi les gens ils font attention. Ouais, effectivement, c'est un peu étrange. Enfin voilà. Ensuite, on va parler du Conseil constitutionnel. Voilà, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu, effectivement, on n'est pas rendu. On va pas non plus y passer 1000 ans parce que cette émission elle est pas infinie. Mais donc le fameux grand Conseil des sages que l'on adore, notre cours absolument préféré, donc rejette le référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Il ne le rejette pas, il rejette sur un certain nombre de dispositions qui avaient été prises, qui étaient d'ailleurs dont on savait qu'elles allaient être retoquées, donc on l'a fait exprès, encore une fois, probablement le LR a fait ça volontairement pour être sûr que ce soit retoqué et pour pouvoir dire regardez, ils sont contre, donc là aussi on a une espèce de jeu de billard à triple bande qui est honteux. Mais ils ont dit non, tout le monde en France doit avoir les mêmes allocations des transferts sociaux. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de faire une différence entre les Français et les étrangers. Effectivement. Donc ils n'ont pas refusé, ils ont refusé parce que c'était inclus dans ce texte. Il n'y avait qu'une raison que ce soit inclus dans le texte, mais LR l'avait mis pour que ce soit retoqué. Sauf que ce que j'ai trouvé étrange, c'est que en fait, le Conseil constitutionnel aurait pu rejeter cette proposition sur la forme et non pas sur le fond. C'est-à-dire que la procédure du référendum d'initiative partagée, qui on le rappelle ne sert à rien, elle a été mise dans la Constitution le 23 juillet 2008, donc c'était Sarkozy. Donc ça c'est l'article 11 alinéa 3. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, soutenu par un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette proposition est examinée par le Conseil constitutionnel, puis par les 2 assemblées dans un délai fixé par loi organique ou à défaut par le président. Alors, cette procédure, elle a jamais dépassé le stade de la validation du projet par le Conseil constitutionnel, en fait. Donc, on peut dire qu'elle ne sert à rien. Il n'y a jamais aucun référendum d'initiative partagée qui n'a été proposé à la population française. Donc, cette procédure a été pensée, soit elle a été pensée pour ne jamais aboutir, soit en tout cas, c'est le résultat. Elle a été pensée pour ne jamais aboutir. Mais je pense qu'elle a été pensée pour ne jamais aboutir, effectivement. Et là, on a un problème, effectivement, parce que le Conseil constitutionnel aurait pu dire simplement, c'est ce que vous proposez comme référendum est en dehors, en fait, du domaine de l'article 11. C'est-à-dire que voilà, c'est un problème de forme, et donc il faudrait modifier à ce moment-là l'article 11 de la Constitution pour faire en sorte que les domaines qui touchent à l'immigration puissent rentrer dans le domaine de l'article 11. Pourquoi l'article 11 spécifie les domaines dans lesquels ça se passe ? Ouais. Et les autres, si le peuple, dans sa sagesse, décide de faire un référendum sur le port du voile, par exemple, on peut pas. Ouais. Parce que c'est pas dans l'article 11. Ouais. Parce que donc, une fois de plus, ça doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics, normalement. Et donc, on dit, désolé, votre référendum, il est pas à la bonne place, en quelque sorte. C'est-à-dire que on décide que cette thématique ne peut pas, par nature, se voir. Alors, attendez, j'essaie de comprendre là, parce que donc l'organisation des pouvoirs publics, ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'on pourrait essayer de faire un référendum pour que le peuple ait un droit direct, sans passer par les chambres, etc., de référendum.
Ah bah ça, théoriquement, oui, on pourrait, je pense. Ben non, parce qu'il faudrait aussi que ça passe. Mais alors justement, il faudrait que ça passe. Voilà, il faudrait que c'est ça le caractère totalement inique du truc, c'est-à-dire que on dit c'est un référendum d'initiative partagée, donc voilà, si vous avez ne serait-ce qu'un cinquième des députés, derrière vous avez le peuple qui suit, même juste un dixième des gens inscrits sur les listes électorales qui signent la pétition, et bah derrière ça peut être proposé par un référendum. Non, d'abord il faut que ce soit validé par le Conseil constitutionnel puis par les deux chambres. C'est là que en fait, c'est-à-dire que quel que soit le domaine, le Conseil constitutionnel peut dire non, je ne veux pas que ce soit proposé à la population. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, le Conseil constitutionnel estime que c'est le fond qui pose problème, donc à savoir l'inégalité d'accès aux logements sociaux, puisque le référendum souhaité par les Républicains visait à restreindre l'accès aux prestations sociales aux étrangers. Donc voilà, il s'agissait d'instaurer quelques obligations pour les étrangers souhaitant bénéficier de prestations sociales, notamment une condition minimale de durée de résidence en France, sachant qu'il y a des aides sociales que les étrangers peuvent avoir, mais qui sont conditionnées aussi, et elles sont pas interdites par le Conseil constitutionnel. C'est le cas du RSA, par exemple. Ce Conseil constitutionnel qui, dans le fond, a été mis comme une espèce de garde-fou contre la possibilité de demander son avis au peuple. En fait, si je comprends bien ce que c'est que cette loi, c'est un verrou qu'on a mis contre le... Donc maintenant, si je comprends bien, un référendum ne peut venir que du président de la République. Et encore faut-il qu'il soit accepté par le Conseil constitutionnel. Oui, oui. Et quand même, dans le Conseil constitutionnel, il y a un nombre de gens considérables qui ont comme je le dis toujours en rigolant, qui ont un casier judiciaire. Aussi bien Juppé que Fabius ont un casier judiciaire. Ils ont tous les deux trahi, volé ou je sais pas quoi. Et donc, la maison des sages, c'est qui protège la vertu. Donc, on a monté un système pour protéger les classes dirigeantes contre les foucades du peuple. Ouais. C'est ça, en fait, c'est ça ce machin. Oui, et d'ailleurs du peuple, mais aussi de l'Assemblée nationale, puisque même si l'Assemblée nationale décidait, on l'a vu avec la loi immigration, fait passer un texte qui veut réduire un certain nombre de choses par rapport à l'immigration, le Conseil constitutionnel dit non. Voilà, donc en fait, concrètement... Mais le Conseil constitutionnel n'a pas de raison d'être. C'est ce que je suis d'accord. Constitutionnel, c'est le peuple. Je suis d'accord, c'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qu'il a concrètement, c'est ce crétin de Debré qui nous a collé ce crétin de Conseil constitutionnel de la Constitution. On a besoin d'un quand même voir la tête. Il y avait en principe le Conseil d'État qui est vérifié là, mais on n'a pas besoin d'un tuteur qui dit au peuple. C'est que ça correspond à quelque chose de profond que j'ai remarqué dans toutes mes conversations que j'ai pu avoir des gens qui étaient soi-disant intelligents et bien informés et tout. C'est qu'ils ont une détestation et un mépris du peuple absolument profond. Mmh. Ils ne croient pas que la sagesse du peuple. Et donc, ils ont monté un système pour se protéger, eux, contre le peuple. Ouais. Bon, ça, je comprends, c'est dans leur intérêt. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que du coup, vous posez une question, si le peuple est incompétent, si le peuple ne peut pas prendre des bonnes décisions parce qu'il est bête, parce qu'il est n'importe quoi, ce que me disent tous les bourgeois en ville quand je dîne avec eux. Donc, si le peuple est bête, alors comment justifiez-vous la démocratie ? Ouais. Comment justifiez-vous l'existence d'élections ? Comment justifiez-vous l'existence d'élections ? Et à ce moment-là, soyez francs. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Faites simplement une technocratie, faites comme à Bruxelles. On fait semblant de faire des élections, on fait semblant d'avoir des députés, on fait semblant d'avoir une séparation des pouvoirs et tout va bien. Donc, c'est ces gars-là qui ont le mot démocratie à la bouche toute la journée. Donc je me dis, mais ils nous prennent vraiment pour des tanches. Hein. C'est vraiment extraordinaire parce que ils nous méprisent, ils ont peur de nous, ils montent les pouvoirs, ils instituent des pouvoirs pour protéger la classe dirigeante contre le peuple, et ils nous parlent de démocratie. Ouais. Non, mais là, la démocratie, elle est totalement enterrée. Le Conseil constitutionnel est à deux doigts même de l'admettre. C'est-à-dire que, en gros, là, ce que ça change considérablement, c'est, on se souvient dans un premier temps, notamment on en avait parlé pendant la campagne de 2022, c'était Zemmour et Marine Le Pen qui voulaient faire un référendum sur l'immigration. Oui, bon, donc le référendum, justement par la voie de l'article 11, et déjà Laurent Fabius, c'est même pas le Conseil constitutionnel lui-même qui a statué sur la question, puisque la question ne s'est pas vraiment posée, puisque aucun des deux n'a été élu, mais Laurent Fabius a dit, s'il propose un
un référendum sur l'immigration, le Conseil constitutionnel dira non. Donc, étape d'après, on se dit, bon alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est une modification constitutionnelle sur l'article 11 directement, c'est-à-dire inclure le domaine de l'immigration, potentiellement, ou tout un tas d'autres domaines d'ailleurs, c'est pas forcément que l'immigration, mais les inclure dans le domaine de l'article 11 pour pouvoir faire des référendums plus larges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois de plus, cette classe dirigeante se réserve l'ordre du jour. Oui. Il y a des choses dont on ne parlera pas. Oui. Et c'est eux qui décident de ce dont on peut parler. Et là, encore une fois, c'est nouveau. C'est-à-dire que même si on arrivait à faire cette révision constitutionnelle, ce qui est déjà pas donné parce qu'il faut les 3/5 du Parlement, mais même si on y arrivait, c'est-à-dire que l'immigration était un domaine concerné par l'article 11, eh bien, en fait, le Conseil constitutionnel peut dire, oui, mais alors, peut-être que vous parlez d'immigration, c'est possible, sauf que ce que vous voulez proposer, nous, on ne veut pas, parce que c'est contraire, justement, au principe d'égalité tel que nous on l'interprète. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que soit il faut supprimer purement et simplement le Conseil constitutionnel, ce qu'il faut faire en vrai, soit il faut faire une révision, mais à ce moment-là colossale, quasiment impensable, de la Constitution dans ce qu'elle considère du principe d'égalité. C'est-à-dire, en fait, il faut revoir totalement la manière dont on conçoit le principe d'égalité dans la Constitution. Et encore, c'est pas dit que le Conseil constitutionnel ne décide pas lui-même de réinterpréter tout comme il veut. C'est-à-dire que c'est le tout dernier rempart. C'est vraiment, si vous voulez, alors autrefois, il y avait le Conseil d'État qui nous défendait parfois, ça c'est fini maintenant, il est passé dans les mains de nos ennemis. Ouais. Le Conseil constitutionnel est tour, c'est-à-dire qu'on va dans une situation qui est tellement bloquée qu'il ne peut y avoir de solution que par la rue. Ouais. Ou alors, oui, soit il peut y avoir de solutions que par la rue, c'est-à-dire qu'un jour, il va falloir que les foules se dirigent vers le Conseil constitutionnel et explique à tous ces professeurs éminents que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Oui, effectivement, j'y crois de plus en plus. C'est-à-dire ils ont tout bloqué. Ouais, ils ont tout bloqué, mais ils le font exprès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de ça, c'est quand même ce qu'avait proposé le référendum, c'est pas le RN, c'est les Républicains. C'est-à-dire c'est l'héritier du plus gros parti historique de la Ve République. C'est pas les mecs, c'est pas des excités du cerveau. Donc en fait, le Conseil constitutionnel nous fait comprendre depuis un certain nombre d'années que, en gros, il y a la République en marche, il y a Renaissance, et tout ce qui est en dehors de ce monde-là n'a pas voix au chapitre. Oui, c'est ça, mais surtout, il nous fait comprendre quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est eux qui déterminent l'endroit où le peuple peut s'exprimer. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que c'est pas le peuple qui détermine, c'est-à-dire que le souverain, maintenant, si je comprends ce que vous me dites, je crois que je le comprends, le souverain, c'est plus le peuple, c'est Monsieur Fabius. C'est-à-dire qu'on a remplacé le souverain par la loi. Ouais. Eh ben, c'est pas vrai. La loi est faite au nom du peuple français. Le peuple français n'obéit pas à une loi qui est faite en dehors de lui-même. Donc, c'est une contradiction gigantesque et c'est complètement contre les institutions de la Ve République. Ouais. De Gaulle allait sans arrêt demander Donc, on est passé d'un système qui était où le peuple légitimait le pouvoir à un peuple où le pouvoir légitime le peuple, quoi. C'est une histoire de fou. C'est-à-dire que le peuple, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le peuple n'est plus le souverain. Ouais, absolument. C'est Monsieur Fabius qui est le souverain. Et là où le Conseil constitutionnel est à la base conçu comme un garde-fou, c'est-à-dire pour empêcher le gouvernement de devenir complètement tyrannique, eh bien là, en fait, il permet au gouvernement de faire absolument ce qu'il veut et il empêche toute opposition de commencer à penser la possibilité de quelque chose. Et surtout, mettons que le pouvoir politique était capturé par une bande de criminels, hypothèse bien sûr qui ne s'est pas produite, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, le peuple ne peut pas reprendre le pouvoir d'aucune façon que ce soit, parce que même s'il y avait des élections, je suppose que le Conseil constitutionnel pourrait dire, cette loi que vous présentez, ou ce référendum n'est pas conforme au traité qu'on a signé avec la Cour européenne des droits de l'homme, et donc vous n'avez pas le droit de le présenter. Ouais.
Et c'est là qu'on voit qu'on a quand même tout un tas de problèmes, parce que parfois je vois hein, dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui disent voilà, il faut absolument un Frexit, etc. Ils ont pas forcément tort, mais c'est vrai que même si on sortait de l'Union européenne, de la CEDH, etc., on aurait encore un énorme problème avec ces cours nationales, ce Conseil d'État, ce Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, c'est la différence avec le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il peut s'appuyer sur des règlements européens pour dire ah bah non, vous comprenez, la France, elle peut pas faire ça parce qu'on a signé tel ou tel truc. Le Conseil constitutionnel, il n'en a rien à faire. C'est lui qui crée son propre droit, et il va d'ailleurs généralement, il va encore plus loin que la CEDH et que tout ce qu'on a vu. On l'a vu à plusieurs reprises quand il avait découvert un nouvel principe qui était la fraternité pour laisser rentrer les gens qui rentraient à pied en France. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'analyse que j'avais essayé de faire dans tout mon livre, c'est-à-dire que dans tous nos pays, il y a une espèce de classe qui a pris le pouvoir en s'appuyant sur les tribunaux, et le seul endroit où ça s'est pas produit, et merci Trump, ça a été avec la Cour suprême aux États-Unis. C'est le seul endroit où ça s'est pas produit, parce qu'en Angleterre, ils ont créé sous cet animal des précédents premiers ministres travaillistes, ils avaient créé aussi une Cour suprême qui n'arrête pas de rendre des arrêts en faveur de Blair et compagnie, qu'il avait créé. Et donc, le seul endroit, donc tout notre espoir aujourd'hui du point de vue juridique vient des États-Unis, de la Cour suprême des États-Unis, qui peut arrêter cette espèce de dérive totalitaire vers un gouvernement des juges, quoi. Effectivement. C'est ça le... Ouais, tout à fait. Et c'est sûr, on va avoir un énorme problème, en fait, d'adéquation entre ce que demande le peuple et les institutions telles qu'elles sont faites, parce qu'aujourd'hui, en fait, les institutions ne sont faites que pour garantir à Renaissance son maintien au pouvoir. C'est-à-dire que là, maintenant, on avait eu un sondage il y a quelques mois, alors on lui accorde ce qu'on veut comme valeur, mais il y a des instituts de sondage qui commencent à mesurer le potentiel en fait du RN en cas de nouvelles élections législatives. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire, avant, le suffrage majoritaire à 2 tours, c'était un frein au RN, parce qu'ils n'arrivaient jamais à être majoritaires dans un tas de circonscriptions. Aujourd'hui, c'est justement peut-être ce qui peut leur permettre de gagner. Et maintenant que on commence à comprendre ça, eh bien, on a Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, qui commence à dire ah oui, peut-être en 2027, ce serait pas mal de mettre un peu de proportionnel, etc. Parce qu'ils commencent à comprendre que ils vont commencer à perdre à leur propre jeu. Donc, il faut d'un seul coup commencer à changer les règles pour rester au pouvoir, quoi. C'est ce qu'avait fait Mitterrand quand il avait été battu. Il a été repassé à une proportionnelle. Tout à fait, en 86. Ouais. C'était Rocard qui avait démissionné. C'était honteux. Donc, pour une fois, un homme politique avait du courage, mais enfin, il est mort depuis longtemps. Donc voilà, c'est 2 problèmes qui sont terriblement reliés, parce que ça prouve la guerre. Je crois pas qu'elle commence, parce que là, il y a une trop violente résistance des peuples. Enfin, je l'espère. Mais partout, je vois cette espèce de contrôle par les hommes de Davos, là, les oins du Seigneur et tous ces gars-là. Et en effet, ils assoient leur pouvoir sur ce qu'ils appellent un état de droit. Ouais. Et un état de droit, c'est un état qui enlève le pouvoir d'initiative au peuple. Oui. Parce que ça devient le droit des classes privilégiées contre le... Mais quand le droit est capturé par l'élite pour maintenir l'élite au pouvoir... ça se termine jamais bien. Bah non, ça peut pas se terminer bien. C'est pour ça, là, on va pas encore y passer 1000 ans, mais c'est pour ça que j'avais préparé ce sondage. Je te le mettrai du coup en pièce jointe. C'est-à-dire que, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est une infographie de Statista à partir d'un énorme sondage Ipsos qui faisait appel à 12 000 adultes. Et donc, ça mesure... Ils ont trouvé 12 000 adultes en France. Ils ont trouvé 12 000 adultes en France, voilà, inscrits sur les listes électorales. C'est incroyable. Je savais pas qu'il y en avait autant. Et donc, ils mesurent les intentions de vote aux élections européennes. Et alors là, la grosse barre noire, c'est le RN. Et donc ensuite, on a toutes les tranches d'âge. La barre violette, c'est Renaissance. Et ensuite, en jaune, on a le PS. En rose, c'est la France Insoumise. En rouge, c'est Europe Écologie Les Verts. Enfin voilà. Et ce qu'on voit, c'est que le RN est largement, et c'est même pas une discussion, est très très largement en tête dans toutes les tranches d'âge, à exception faite des 70 ans et plus.
Ceux qu'il faut piquer. Voilà, ceux qu'il faut piquer. Donc, alors je sais qu'il y a des gens de 70 ans et plus qui nous regardent, bah même Charles en fait partie, hein, donc voilà. Mais on fait des généralités. Bon, le RN est quand même assez fort dans cette tranche d'âge, mais c'est la seule tranche d'âge dans laquelle le RN est moins bien coté. C'est Corneau, ils vont tous voter en plus. Ils vont tous voter en plus en masse. Voilà, c'est pour ça, c'est quand même eux qui décident des élections, parce qu'ils ont ils ont quand même une telle masse que c'est juste hallucinant. Leur poids électoral, et c'est justement un problème en termes de démocratie, parce qu'on voit que toutes les tranches d'actifs en fait sont largement pour le RN et déconsidèrent tous ces clashes d'âge, déconsidèrent Renaissance. Et en fait, bah, ce qu'on a, c'est on a le Conseil constitutionnel qui fait uniquement la politique des boomers, pendant que les autres demandent autre chose. On a les 18-24 ans qui votent aussi très à gauche, hein, LFI, Europe Écologie Les Verts, etc. Et ensuite on a quand même énormément de gens qui veulent voter pour le Rassemblement National. C'est pas pour rien qu'ils sont à plus 32% là dans tous les sondages. On espère qu'ils vont faire 50. Mais enfin... On espère qu'ils vont faire 50. Bon, j'y crois pas trop, mais 32 c'est déjà énorme, et ils promettent peut-être de faire 2 fois plus que Renaissance, ce qui est quand même assez remarquable, hein. Il y a 5 ans, ils avaient fait quasiment le même score, les deux listes avaient fait quasiment le même score. Donc là, s'ils font 2 fois plus, c'est quand même ce serait une donnée très importante à analyser. Ouais. Bon, mais enfin, ça veut dire exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire que la France n'est plus en démocratie, c'est un État légal, mais ça n'est plus un État légitime. Ouais. Et s'il y a une crise économique, financière ou militaire, les gens au pouvoir n'ont aucune capacité à prendre des décisions qui s'imposeront simplement parce qu'ils ne sont pas légitimes. Mmh. Ouais. Donc on va tout droit vers une crise institutionnelle gigantesque. C'est clair. C'est-à-dire que même si Marine Le Pen, même si le RN arrivait au pouvoir, de manière totalement démocratique, tout serait fait pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent. On a vu ça en Angleterre. Voilà, on a vu ça en Angleterre. Où ils ont tout fait pour empêcher le Brexit de réussir. Voilà, on a vu ça. On a même vu ça aux États-Unis. Alors imaginez on l'a vu avec Trump, ce que serait en France. À mon avis, ce serait encore pire. Donc voilà, c'est une chose que je tenais à analyser, parce que effectivement, c'est de pire en pire. Nos institutions sont de pire en pire. C'était déjà pas terrible avant, mais là, cette décision du Conseil constitutionnel, sachant qu'elle a été rendue sur le fond et même pas sur la forme, je crois qu'il envoie un message absolument gravissime au peuple, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout en position de décider quoi que ce soit sur le destin de votre pays, concrètement, alors que eux le sont plus que quiconque. Donc voilà, c'était quelque chose d'important à vous dire. Bien sûr. Voilà. Allez, vive le peuple. Ouais, vive le peuple, et vive l'Institut des Libertés. Comme chaque semaine, je vous dis que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast également. Que l'Institut des Libertés existe sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur TikTok ainsi que sur Facebook. N'oubliez pas également, pour favoriser le référencement de cette vidéo, à mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié, à mettre un commentaire également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on est même 335 000. Ouais, 330 000, 335 000, ouais, c'est pas mal, hein. Allez, franchement, c'est 400. Pas mal. Bientôt les 400 000, ce qui commence vraiment à faire beaucoup, hein, pour le coup, mais c'est très bien. On sait pas pourquoi vous nous aimez, mais à l'évidence, il y a des gens qui ça veut dire que déjà aussi les gens nous écoutent un peu quand on leur demande de s'abonner, ce qui est une bonne chose. Alors que quand même, on leur demande de le faire en toute fin de vidéo, c'est-à-dire quand il n'y a plus personne. Donc c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un pouce. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo sur vos groupes familiaux, hein, pour mettre la bonne ambiance. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'envoyer des croquettes à Jeeves, qui est quand même il est en manque là. Il est maigre, le pauvre, il fait pas. Oui. Voilà, c'est la crise pour tout le monde. Enfin bref, à la semaine prochaine et encore merci. Merci beaucoup.